La logique et les catégories d'Aristote, préface de Jules Barthélemy Saint-Hilaire suite. Il ne reste plus dans le XVIIIe siècle que la grande tentative de Kant qui le termine et renoue dignement la chaîne des traditions que l'Allemagne, écoutant les avis de Leibniz, n'avait jamais voulu rompre entièrement. Kant s'est trompé sur plusieurs parties de la logique d'Aristote. Il a de plus, durant quelque temps, accusé le syllogisme de fausse subtilité. Mais au fond, il a signalé plus vivement que personne ne l'avait fait depuis la scolastique la haute valeur de la logique péripatéticienne. Avec une admiration pleine de désintéressement, il a proclamé que la science était faite et qu'elle n'était plus à faire. Il ajoutait qu'en voulant la compléter et la croître, il fallait bien prendre garde de la dénaturer. Il voulait la laisser telle qu'Aristote l'avait fondée, ou pour mieux dire, il ne voulait point en élargir les limites. Il la modifiait bien dans les détails, d'après les vues de son propre système, mais il en admettait le caractère général et la circonscription. Il déclarait donc positivement ce que Descartes avait laissé entendre, que le monument aristotélicien était à conserver. De plus, comme Descartes, et avec autant de résolution que lui, il cherchait par une méthode nouvelle à refaire la science humaine tout entière. Mais il attendait beaucoup plus de sa méthode que Descartes, dans sa modestie, n'avait attendu de la sienne. Ceci ne s'applique qu'au discours de la méthode. Descartes n'est pas toujours aussi réservé, notamment dans le dialogue que M. Cousin a publié en français pour la première fois. Recherche de la vérité par les lumières naturelles, œuvre complète de Descartes, tome 11, page 337. Eudoxe peut sembler tranchant, bien qu'il le soit beaucoup moins que l'auteur de la critique de la raison pure. Voir aussi les lettres de Descartes. Descartes disait, citation, « Mon dessein n'est pas d'enseigner une méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne. » Fin de citation. Kant, au contraire, s'écriait avec une présomption que le succès n'a pas absoute, citation, « La critique est le seul moyen de couper les racines mêmes du matérialisme, du fatalisme, de l'athéisme, de l'incrédulité religieuse, du sensualisme et la superstition, enfin aussi celle de l'idéalisme et du scepticisme. » Fin de citation. Pour accomplir une œuvre si honorable, Kant appelait avec candeur la sollicitude et la faveur des gouvernements sur la critique, à qui seul, disait-il, pouvait établir sur une ferme base les travaux de la raison et prévenir une fois pour toutes le scandale des controverses métaphysiques et théologiques dont tôt ou tard le peuple devait être frappé. Descartes, avec beaucoup moins de bruit, a fait bien davantage, non pas seulement pour la moralité publique qu'il n'a jamais prétendu régenter, mais aussi pour la discipline de la philosophie que Kant avait tant à cœur et qu'il a si peu consolidée. Kant s'est beaucoup plus occupé de logique proprement dite que Descartes. Sans même parler de l'ouvrage spécial qui, après sa mort, a été publié par l'un de ses élèves, mais qui, malgré les prétentions de Kant, est fort loin d'ajouter à l'exactitude, à la précision et à la clarté de l'organon, et qui ne vaut pas le livre de Port-Royal à cet égard, on peut dire que son grand ouvrage, La critique de la raison pure, contient une part considérable de logique. C'est, il est vrai, la métaphysique que Kant prétend réformer. C'est elle seule qu'il veut relever du discrédit où elle est tombée et tirer des incertitudes où elle s'égare depuis des siècles, bien que ce discrédit soit beaucoup moins profond qu'il ne le croit et que les aberrations de l'esprit humain en métaphysique soient beaucoup moins grandes que sa pitié un peu dédaigneuse ne le suppose. Mais cette tentative de révolution en métaphysique, dont on a comparé l'importance à celle de la Révolution française en politique, ne pouvait se faire que par la logique. La critique de la raison pure ne peut reposer que sur une analyse approfondie du jugement, comme l'a dit M. Cousin, résumant la pensée de Kant, et la logique transcendantale avec ses deux grandes divisions empruntées d'Aristote, analytique et dialectique, tient les 2/3 au moins du livre entier. Elle en remplit toute la première partie et constitue ce que Kant appelle la doctrine élémentaire ou recherche des éléments purs de la connaissance humaine. La seconde partie, moins étendue que la première, la méthodologie,
n'est guère encore que de la logique au sens où la méthode même de Descartes en est aussi. Non pas que Kant ne soit à toute distance de la netteté, de la décision et surtout de la simplicité si pratique du philosophe français, mais au fond la tentative est la même. Descartes veut conduire la raison. Kant ne se propose pas autre chose. Seulement, Kant se défie d'elle, tandis que Descartes s'y confie avec une sécurité magnanime. Kant prétend humilier la raison sous la honte de ses paralogismes, de ses antinomies, de son vain idéal, afin de lui imposer une réserve salutaire. Descartes la rassure en lui montrant la base inébranlable sur laquelle elle sut toujours s'appuyer et sur laquelle il n'est pas possible, malgré tous ses écarts, qu'elle ne s'appuie pas. Il n'y a point de dogmatisme plus arrêté ni plus invincible que celui de Descartes. Kant n'a produit qu'une variété nouvelle du scepticisme. La logique prise dans toute son abstraction, isolée, comme il tentait de la faire, de tout empirisme, devait le pousser à cet abîme inévitable. Son édifice n'est qu'une admirable mine qui pourra fournir des matériaux à de plus solides doctrines, mais sous laquelle on ne peut s'abriter sans danger. Soutenir que la raison pure, comme on l'appelle, réduite aux formes vides que l'abstraction distingue en elle, ne peut légitimement affirmer que ces formes mêmes, sans pouvoir rien affirmer de la réalité extérieure, la chose est fort possible. Mais c'est une simple hypothèse, car la raison pure, telle qu'on l'imagine, n'existe pas. En réalité, ces cases, ces formes ne sont jamais vides, et c'est aux objets mêmes qui les remplissent que nous empruntons les limites et la notion abstraite de ces formes. Kant a cru faire une révolution. Il n'a guère enfanté qu'une anarchie plus fatale. Au point de vue où il se plaçait, après le grand exemple de Descartes, avec l'estime qu'il professait pour la logique péripatéticienne, il lui eût été facile, ce semble, de compléter l'œuvre de ses devanciers. Cette étude si patiente de l'entendement pur aurait dû le mener à nous découvrir la source même de la logique, à nous montrer dans toute son étendue le fondement sur lequel elle repose et le lien indissoluble qui la rattache à cette aperception primitive de la pensée par la pensée. Mais la théorie de la conscience, comme l'a si bien fait voir M. Cousin, voilà la question sur laquelle la philosophie de Kant s'est le plus égarée. Telle est l'origine de toutes ces erreurs. Cartésien par sa méthode, ne procédant que par la psychologie, Kant s'est perdu dans ses abstractions. Une description exacte, complète de la conscience, voilà ce que Descartes laissait à faire à ses successeurs. L'école écossaise l'a tenté, comme Kant, d'un point de vue tout autre. La philosophie écossaise laissera sans aucun doute des traces dans l'histoire. Kant en laissera certainement aussi, et de plus durables. Mais pas plus que les philosophes d'Édimbourg, il n'a résolu tout le problème logique. Son essai périlleux signalera des écueils à ceux qui entreront dans cette route, désormais nécessaire, que Descartes a eu la gloire d'ouvrir, mais qu'il ne pouvait parcourir tout entière. Kant voulait plus, beaucoup plus, il prétendait à signaler lui-même les naufrages de la raison, et son propre naufrage, l'un des plus grands, servira peut-être à en prévenir d'autres.